On appelle ça le nuage ou plutôt le cloud, ça fait mieux en anglais. Alors notre vie est souvent stockée, que l'on ait un smartphone, Android ou un iPhone, mais concrètement en fait, elles sont où ? Nos photos de vacances, qui les protège ? Comment sont-elles sécurisées ? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Rémi Van de Poel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Métadonnées. Alors tu es Technical Cloud évangéliste chez OVH, alors ça veut dire en fait évangéliste du cloud. Est-ce que juste rapidement tu peux nous expliquer ce que c'est évangéliste du cloud ? Alors, évangéliste du cloud, principalement ça va être dans mes activités d'essayer de montrer tout ce qu'on peut faire avec le cloud, ce qu'on peut faire dedans. Donc ça va être généralement de la démonstration technologique chez nos clients, nos partenaires, ça peut être aussi avec des écoles. Et animer aussi au niveau de certains produits qu'on a chez nous. Mon équipe de rattachement en interne, c'est une équipe de product marketing. Donc en gros, tu veux convaincre tout le monde que le cloud, c'est super. Leur donner de bonnes idées. Ou leur donner de bonnes idées. Leur donner de bonnes idées. Déjà, rappelle-nous très basiquement, c'est quoi le cloud ? Parce que c'est vrai qu'on a entendu parler de ça. Moi, je me souviens les premières pubs, notamment chez Apple, avec iCloud, etc. Donc le nuage, ça paraît assez diffus finalement d'ailleurs justement. Et c'est quoi en fait concrètement le cloud ? Nuage ? Derrière le nuage, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais il y a quand même au bout du tuyau quand même un peu de choses physiques qu'on peut toucher, des infrastructures. Pour revenir vraiment sur la définition, le cloud, ça va être un moyen de donner accès à de nombreuses personnes à des ressources de façon distante. Donc en gros, c'est le fait qu'on ait j'ai plus mes informations, mes photos, mes vidéos, peu importe, sur mon ordinateur, sur mon iPhone, sur mon smartphone Android, mais j'y ai accès quand même. C'est ça. À condition d'avoir Internet, du coup. Voilà. C'est d'y avoir aussi un accès de façon pérenne, dans le temps, de pouvoir y avoir accès quand on le souhaite, et aussi pouvoir se reposer sur une notion de sécurité aussi. Se dire que ces données vont être conservées avec soin par l'hébergeur chez lequel on a choisi de déposer ces données. Et alors, juste, on sait qui a inventé le cloud, cette idée de cloud, ou c'est venu tout seul finalement un peu avec Internet ? Cette notion-là, elle est venue, je pense, depuis peut-être pas quasiment 20 ans maintenant, mais le fait d'externaliser la donnée ou d'externaliser l'hébergement de sa donnée, ça doit faire à peu près 20 ans maintenant que ça existe. Pour les particuliers, pour moi, monsieur et madame tout le monde, je pense que ça a commencé à arriver majoritairement avec l'arrivée des smartphones. C'est là où on a commencé à se poser la question de « je peux prendre des photos maintenant dans ma vie de tous les jours, mais je les mets où ?» Et donc, du débit aussi, du haut débit, c'est-à-dire peut-être plutôt de la 4G, la 5G évidemment, mais peut-être la 4G, parce que pour accéder en permanence, ça veut dire aussi que je suis sur mon téléphone, une photo ça va, c'est pas trop lourd, mais je veux regarder une vidéo qui n'est pas sur mon téléphone, il y a un peu de données quand même qui arrivent. Je regarde une vidéo de 5 minutes en 4K, ça consomme un peu. Il faut pouvoir aller chercher la donnée, et puis je pense que ce qui a permis de démocratiser cette utilisation aussi, c'est le haut débit sur le téléphone, mais aussi le haut débit à domicile. Donc le fait de pouvoir être fibré à la maison, ça a permis de démocratiser d'autres types d'usages, notamment pour des gens qui pouvaient avoir de gros volumes de photos, par exemple des gens qui font de la photo amateur, qui peuvent très facilement se retrouver avec des centaines de gigas de photos à stocker. Il faut aller les mettre quelque part. Et le cauchemar, juste au passage, le cauchemar de perdre son disque dur, ou de le casser, ou c'est-à-dire d'avoir une assurance. En fait, c'est une assurance aussi, le cloud, pour pas mal de professionnels. Oui, pour avoir accès à la donnée de façon pérenne. Ou par exemple, quand ils vont aller chez un de leurs clients, ils vont vouloir leur montrer un peu quel est leur style de photo. Alors ça peut être valable aussi pour des graphistes ou d'autres types de professions, par exemple. Mais d'être capable de montrer ce qu'ils savent faire dans le cadre d'autres projets et pas forcément uniquement ce qu'ils vont avoir sous la main. De pouvoir aller chercher ça directement. Et alors du coup, ces fameuses photos, vidéos, on parle évidemment de tous les types de fichiers, très concrètement, en fait, elles vont où ? Ça va où ces fichiers ? C'est stocké, est-ce que c'est recopié dans plein de centres de données différents ? Comment on fait pour y accéder ? Concrètement, physiquement, parce qu'on parle de cloud comme c'est dans les nuages, alors ça c'est le côté marketing, ça part dans les nuages et c'est toujours au-dessus de nous et puis ça peut revenir tout seul. Mais ça reste pas du tout dans les nuages et concrètement, en fait, ça va où ? Alors, ça va, au bout du bout, forcément à un moment ou un autre arriver sur un serveur physique.
donc qui est ni plus ni moins qu'un gros ordinateur. On va en avoir des dizaines ou des centaines dans des salles, et toutes ces salles, elles vont consommer des datasets, elles vont permettre de symboliser un data center. Un data center, finalement, c'est ça. Ce sont des salles qui contiennent des baies, qui contiennent des machines. Des baies, c'est des dizaines et des dizaines de serveurs qui sont posés les uns sur les autres. Dans des armoires, qui est un terme également qu'on utilise dans ces cas-là. Et au bout du bout, le fichier, il va être stocké là-dessus. Alors que ce soit de la musique, de la photo, du texte, c'est là-dedans que ça va se retrouver. Par contre, la façon dont on va pouvoir écrire le fichier au bout va changer en fonction du cloud dans lequel on est, des outils qu'on utilise, des choix qu'on a fait. Et c'est ça qui est important de se poser comme question. C'est là où je sens que ta question vient, c'est là où la magie peut opérer ou pas. Alors, oui, moi la magie, c'est surtout, je me dis, j'ai une photo que j'ai prise à tel endroit, à tel moment, ma photo à moi, comme si je la confiais à quelqu'un, juste comment les trier, comment savoir que c'est ma photo, comment la retrouver au moment où je veux la voir, comment est-ce que c'est lié aussi avec les opérateurs, parce qu'il faut bien que ce soit connecté, enfin voilà, si c'est Google, Apple, enfin comment on fait pour la retrouver, parce que c'est vrai qu'on se dit, si toutes les données sont mises là-dedans... On n'est pas tout seul. Voilà, et puis, pas tout seul. Non, mais mettons, pour prendre l'exemple de ce que vous connaissez, comment c'est trié tout ça, et ensuite comment on arrive à les renvoyer au bon endroit. Généralement, ce qui est fait quand c'est pour du contenu qui est grand public, le sous-terme de cloud qui est utilisé, c'est le terme de cloud public. Dans le sens où ce sont des énormes plateformes qui vont être utilisées par des dizaines, des centaines, des milliers ou des millions de clients, dans lesquels on va leur allouer des espaces de stockage chacun pour aller pousser leur contenu. Et là-dedans, quand c'est proposé par un hébergeur, généralement, on va essayer de dupliquer au maximum des copies. Pour pouvoir garantir un niveau de sécurité un peu plus élevé qu'une clé USB. C'est ça aussi un des intérêts du cloud, c'est de pouvoir apporter plus de souplesse, mais aussi parfois plus de sécurité. Et quand on pousse un contenu dans le cloud, généralement, il est répliqué au moins 3 fois. C'est un des standards comme ça. Ma photo, vous la multipliez 3 fois, enfin vous la copiez 3 fois, et vous la mettez dans 3 serveurs différents, pour être sûr que s'il y a un problème avec un serveur, elle disparaît. Je suis sûr, ou même si s'il y a un problème avec 2 serveurs, je l'ai quand même, quoi. C'est-à-dire que la probabilité de la perdre, elle est assez faible. C'est le principe. Et donc, en fait, si je résume, j'ai l'impression que c'est un peu comme si j'avais un petit casier, un petit vestiaire, un petit casier qui est loué chez quelqu'un, et puis je mets mes données, puis on me les rend quand il faut, quoi. C'est un peu ça. L'idée, c'est que ce soit vraiment un service qui soit rendu à la fin. C'est une prestation de stockage, mais c'est un service qui est rendu dans le sens où on va faciliter, au bout du compte, la vie des gens en proposant ça. C'est ça qui est intéressant, et il faut aussi qu'il y ait des avantages. Là, typiquement, on parlait du fait d'éviter de perdre de la donnée, éviter de perdre son fichier si jamais il y a un problème, d'en avoir plusieurs copies. C'est intéressant. Le fait que ce soit toujours disponible, c'est intéressant parce que on prend mettons des photos depuis son téléphone portable et on souhaite montrer des photos d'il y a 5 ans, mais on ne les a plus sur son téléphone. Il faut être capable d'aller les rechercher. Et dans ces cas-là, ce qui est fait, c'est qu'il y a un catalogue, c'est pas plus compliqué que ça, qui lui agrège les endroits dans lesquels se trouvent les photos de tel utilisateur, et on est capable de les repérer comme ça. Donc c'est un peu plus complexe que juste un catalogue. Là, je donne le grand principe, mais c'est sur ce principe-là. Tout est indexé, catalogué, et on est capable, en fonction de ce qui est demandé par l'utilisateur, de pouvoir lui refournir. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors ça, c'est pour des photos, mais maintenant, si demain, je sais pas, moi, c'est une ordonnance, par exemple, c'est un peu plus sensible. Du coup, ça, comment est-ce qu'on est sûr que ce soit bien protégé, que ce soit bien chiffré, parce qu'évidemment, on envoie plein de fichiers, mais il y en a qui sont quand même un peu plus sensibles que d'autres. J'imagine même pas pour des entreprises qui peuvent avoir des secrets industriels. Ouais. Comment vous triez ça pour savoir s'il y a des documents moins sensibles, des documents très sensibles ? Alors, sur ce point-là, on ne trie pas nous directement, dans le sens on n'accède jamais directement à la donnée des clients. C'est quelque chose qu'il faut... Ça, c'est valable pour vous, mais c'est valable pour les acteurs. C'est valable pour tous les acteurs. Il n'y a pas d'accès direct à la donnée. C'est-à-dire, il n'y a pas un petit aiguillage avec « j'ai repéré que c'est une ordonnance, je vais la mettre là, j'ai repéré que c'est une photo de vacances, je vais la mettre là, et j'ai repéré que c'est, admettons, un bulletin de paye, je vais aller le mettre à cet endroit-là ».
Certains fournisseurs sont spécialisés là-dedans et vont proposer cette valeur ajoutée, en plus de trier le contenu et d'être capable d'aller le mettre dans des coffres-forts numériques qui se trouvent spécifiquement dans certaines locations. Nous, ce qu'on propose, c'est pour les acteurs qui sont spécialisés sur ce marché-là, par exemple sur le marché médical, donc qui vont être, admettons, des centres de soins, ça peut être des associations de cabinets, des laboratoires, des choses comme ça. Des gens qui vont garder de la donnée patient nominative, donc c'est de la donnée personnelle très réglementée, très importante aussi pour les gens. Il y a une partie de notre identité et à l'intérieur. Dans ces cas-là, il y a de très bonnes choses qui sont faites d'un point de vue de régulation et de certification pour pouvoir être capable, en tant qu'hébergeur, de garantir que l'endroit dans lequel on va positionner ce type de données a été tamponné. Donc par exemple en France, il faut pouvoir avoir le tampon pour l'hébergement de données de santé. Donc, généralement, c'est raccourci en HDS. Et c'est un label, quoi. C'est un label, il y en a d'autres. Par exemple, pour les données de carte bleue, il y en a un autre qui s'appelle le PCI DSS pour le Payment Card Industry, pour être capable de stocker des informations qui sont sur une carte bleue. C'est un autre type de données qui est tout aussi sensible et qui nécessite d'autres tampons pour pouvoir être validé. Et ça nécessite de notre côté de pouvoir être audité, etc. Ça, c'est quoi? C'est l'État qui vérifie ça? Dans ces cas-là, c'est tout un processus d'audit et de certification qui sont passés, et c'est valable pour d'autres pays à travers nos produits. Et c'est ça qui va donner la preuve, finalement. Que vous êtes suffisamment safe, entre guillemets, pour garder... ce type de données. D'accord. Notamment pour la donnée médicale, parce que c'est quelque chose qui est très important et on ne peut pas... on ne négocie pas. C'est-à-dire il y a des réglementations à suivre et elles sont suivies, et c'est très important pour nous de pouvoir aussi annoncer qu'on soutient ces initiatives-là et qu'on a le tampon. Finalement. C'est ça qui est important. Et moi, il y a un truc aussi, c'est j'ai l'impression qu'on paye quand même pas souvent pour ça. C'est-à-dire que je sais pas si ça coûte très cher d'avoir des data centers, mais moi, quand je sauvegarde mes photos, alors que ce soit chez Apple, chez Google, alors chez OVH, je sais pas si mes photos vont un jour arriver chez OVH, si vous êtes entre guillemets sous-traitant pour d'autres, mais c'est vrai qu'on se pose la question, on paye rarement pour ça. Qui paye en fait comme moi je sauvegarde mes photos. Alors en général on a une enveloppe, si on veut beaucoup plus faut payer, hein. Mais on a toujours un peu, ce qui est pas mal pour certains, on a du stockage gratuit. Donc in fine, vous, c'est qui en fait vos clients? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément OVH. On peut imaginer que nos photos Apple aillent chez Apple, qui ont peut-être leur propre serveur, mais très probablement, Google aussi, ce qui est le cas. Mais par exemple pour un autre acteur que OVH, qui n'est pas sur nos smartphones directement, comment nos données arrivent chez OVH finalement? On a des partenaires avec lesquels on travaille qui peuvent, par exemple, proposer le type de solution dont je parlais pour le secteur médical, qui vont proposer ça pour des groupements hospitaliers. On en a d'autres qui vont travailler avec des cabinets comptables, etc., pour fournir des solutions là où ils vont plus aller chercher le métier, aller parler à une filière pour pouvoir leur apporter quelque chose d'un peu plus personnalisé dans l'expérience. Et puis, c'est pas directement proposé par OVH, mais on a aussi une expérience avec avec Shadow, qui est une société qui appartient à Octave, qui est notre chairman. Octave Clamart, qui est le patron, qui est le fondateur d'OVH, en fait, qui a racheté Shadow, qui est du jeu. Alors là on est carrément à l'étape suivante. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du jeu vidéo en streaming. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'activité principale qui propose. C'est ça. Non seulement, c'est comme si on n'accède pas à des photos à distance, on accède en temps réel à des ordinateurs qui font tourner des jeux. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir une console, un ordinateur puissant. On a juste besoin d'une connexion et ensuite le jeu il tourne sur un ordinateur à distance. Et en fait, nous, on joue depuis son navigateur. On joue depuis son navigateur. Et pour en revenir au stockage, il propose aussi un drive. Pour pouvoir aller déposer du contenu dessus. Donc concurrent d'Apple, Google. Le but, c'est ça, c'est d'avoir un client de synchronisation sur son téléphone, sur son ordinateur, et de pouvoir avoir ces données qui sont comme ça synchronisées et poussées dans le cloud. Juste pour avoir une idée, combien
de data center. Vous avez, je sais pas, moi par exemple, enfin, on va inverser la question, plutôt dans un data center, on peut héberger les données de combien de personnes? C'est une question très compliquée. En moyenne, c'est de façon... Alors, généralement, on ne va pas compter en termes de personnes, on va plutôt compter en termes de volume. Ouais. Et là, il faut essayer de se projeter sur les plus petites unités. On va dire que sur la taille que peut prendre un frigo dans une cuisine, on va pouvoir déjà commencer à mettre des centaines de téras. De téras, donc 1 téra, c'est 1000 gigas. En gros, un smartphone chez Apple, un iPhone ou un Android, on va dire c'est 128, 256 gigas. Donc c'est un quart de téra pour ceux qui sont pas mal. Et on peut mettre plusieurs centaines. D'accord. Minimum. D'accord. Donc, et ça... Et je suppose qu'avec l'évolution technologique, pour la même taille, on en met de plus en plus, évidemment. On en met de plus en plus. La densité peut augmenter avec les années. Donc, en termes de volume, ça peut être très, très conséquent. Et vous en avez partout en France, des data centers? Alors, des data centers, les endroits sur lesquels on est présent en France, ça va être sur Roubaix, Gravelines et Strasbourg, qui sont 3 sites dans lesquels on a plusieurs data centers à chaque fois. Et on est également présent dans d'autres pays d'Europe et à travers le monde. Et du coup, on parle souvent aussi des centrales, d'énergie, etc. Mais il y a un côté sécurité parce que comment on fait pour protéger, ça doit être hyper protégé d'avoir un data center. Il va falloir des moyens hyper importants quand même. D'un point de vue énergétique, pour l'alimenter ou réglementation pour rentrer dedans? Pour rentrer dedans. Enfin, je me dis que ça doit être hyper bien protégé. C'est le cas. Et puis après, oui, il y a le côté énergétique qu'on va aborder évidemment, mais parce que ça doit consommer beaucoup. Alors, d'un point de vue sécurité, évidemment, c'est très compliqué de rentrer dedans. Pour la petite histoire, je ne peux pas rentrer dans nos propres data centers. Même en étant employé, je ne peux pas rentrer à l'intérieur. Je n'ai aucune raison valable de rentrer dans un data center, même si ce sont ceux de l'entreprise dans laquelle je travaille. Je n'ai aucune raison valable de rentrer dans une salle avec des machines. Pourquoi faire? Donc, moi, je n'y rentre pas. Il y a beaucoup de gens qui y rentrent, du coup? On a les techniciens qui, eux, ont besoin d'y aller sur intervention, finalement. Ouais. Quand, par exemple, un client demande le remplacement d'une pièce, va demander l'upgrade d'un disque, par exemple. La capacité de sa machine, il est un peu arrivé au bout, il souhaite avoir accès à un disque un peu plus grand, on va déclarer une demande d'intervention pour pouvoir mettre un disque plus gros dans la machine, par exemple, ce genre de choses. Dans ces cas-là, il y a besoin de rentrer dans les salles machines. Sinon, il n'y a pas d'humain en permanence dans les salles. C'est des grandes allées avec des tonnes et des tonnes d'ordinateurs. On a des gens qui sont là dans les salles de contrôle. Ouais. On a des gens qui sont là pour les opérations de maintenance, etc. Mais... je pense que au moins 90% des employés OVH ne rentreront jamais de leur carrière dans une salle machine. Et ça consomme quoi à peu près comme énergie, un data center je sais pas moi, par rapport à une ville, je sais pas, de 20-30 000 habitants ou de 50 000 habitants, c'est quoi l'idée? Parce qu'on dit souvent que le numérique, ça pollue énormément, enfin en tout cas, ça consomme beaucoup d'énergie, ce qui est vrai. Mais du coup, pour avoir un peu un ordre d'idée, ça correspond à quoi à peu près? L'ordre d'idée sur les consommations des data centers, après, ça va évidemment dépendre de leur taille, de leur location, mais l'unité, généralement, on va être sur du mégawatt. Donc on va être sur l'équivalent de petits quartiers. Pour un data center? Pour un data center, après, ça va dépendre de la taille des data centers, il y en a des centaines en France, évidemment, il n'y a pas que OVH. Mais effectivement, ce sont des endroits qui drainent de l'énergie et sur lesquels il faut être aussi capable de se projeter dans le temps, surtout actuellement, et de réfléchir à la façon dont on consomme, comment on peut consommer moins, et de mettre en place des solutions pour consommer moins. Ça, c'est une de nos premières ressources, c'est aussi l'énergie. Justement, là, on est quand même dans une période... Alors, je vais prendre en exemple aussi, il y a eu 2-3 ans, je crois, il y a eu un incendie, par exemple, chez OVH, dans un data center, qui a provoqué donc des coupures de courant, et qui a coupé une partie des données, et donc vous aviez des clients qui ne pouvaient plus accéder à leurs données. Et ça montre aussi que finalement, tout ça est assez dépendant de l'énergie, assez basiquement. Mais là, on parle de délestage cet hiver, on parle de difficultés sur l'énergie. Alors, de coût, ça, je vous en parle même pas, mais déjà, le fait d'arriver à être sûr d'avoir de l'énergie, même chez les opérateurs télécoms d'ailleurs, comment vous faites, vous, pour gérer ça? Parce que ça doit être assez monstrueux par rapport à la taille de l'entreprise.
comment est-ce que vous pouvez être sûr que vous n'aurez pas à couper l'électricité de vos data centers s'il y a un délestage dans une région? Comment vous pouvez faire ça? Alors, comment vous pouvez gérer ça? Pour toute la partie énergie, on a des équipes qui sont dédiées à cette partie-là. Après, prenons le cas, admettons, d'un délestage de 2 heures. Si c'était le cas, c'est pas forcément un problème en soi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est prévu de base dans notre façon de fonctionnement, de pouvoir pallier à une coupure électrique. C'est quelque chose qui peut arriver dans le réseau, même si on n'est pas dans les situations actuelles. Des générateurs, Dans ces cas-là, il y a il y a une chaîne d'événements qui se déroule. Généralement, quand une coupure est détectée, la première étape, c'est de basculer sur des onduleurs. Donc ça va être de basculer sur de la batterie. D'accord. Généralement, ça dure très peu de temps. Le temps de pouvoir démarrer un générateur, un groupe électrogène. Alors évidemment, de grande capacité, puisque lui va être capable d'alimenter pendant plusieurs heures, potentiellement plusieurs dizaines d'heures, la totalité de l'infrastructure. Donc comme on parle de délestage de 2 heures, ça veut dire que évidemment vous le faites, je suppose que tous les autres le font aussi, enfin tous les grands du stockage le font. Donc finalement, grâce à ces batteries, enfin ces générateurs qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines d'heures, si on coupe 2 heures, pour les clients, ça ne changera pas. Non, ça ne changera rien du tout. Et alors pourquoi ça sera transparent. Je pense que ça ne sera même pas visible. D'un point de vue client, ça ne sera pas visible. Et ça, c'est suite, par exemple, à l'incendie qu'il y avait eu, où il y avait eu là, pour le coup, certains sites qui étaient inaccessibles, qui étaient hébergés chez vous. Oui. Ça a été mis en place après, ou c'est parce que l'incendie a aussi tout simplement tout il y a eu coupé, les générateurs aussi? Le couple incendie plus coupure d'électricité a généré des ralentissements dans le fait de redémarrer toutes les machines. D'accord. Là, toutes les machines ont dû redémarrer, certaines machines ont dû être déplacées, etc., suite à l'incendie. Donc c'est ça qui a ralenti finalement le redémarrage. Une coupure en soi, c'est quelque chose sur lequel on est entièrement préparé pour ça. Et toutes les équipes sur place ont toutes les briques pour pouvoir gérer ça en entière autonomie. Tous les sites ont d'ailleurs des alimentations électriques redondées, etc. Quand vous dites redondées, c'est-à-dire en doublon, quoi. Voilà, en doublon, qui passent par des chemins différents. C'est pareil pour les arrivées en fibre optique. Quand on est nous à la maison, on a une seule arrivée de fibre, à part si on est chanceux, on a gardé une ADSL au cas où à côté, parce qu'on télétravaille et on ne veut pas forcément être dépendant de sa 4G. Mais tout est doublé, toujours, partout. Et c'est une norme dans l'industrie dans laquelle on est. On ne peut pas se permettre d'avoir des endroits sur lesquels, que ce soit l'énergie ou la fibre, ne soit pas doublée. Et je voudrais terminer sur un sujet qui est celui, on parle beaucoup d'indépendance. Alors, il y a l'indépendance énergétique, mais il y a aussi l'indépendance justement sur le stockage. On dit qu'on est souvent dépendant des Américains pour l'hébergement des données ou des Chinois. Moi, je suis content aussi d'avoir quelqu'un de chez OVH, parce que c'est vrai qu'OVH, finalement, c'est un acteur français, mais en plus, c'est un des seuls acteurs qui peut à peu près rivaliser. Alors, les tailles ne sont pas tout à fait comparables, mais qu'on connaît, qui a une taille importante, quand même non négligeable par rapport aux géants américains et chinois. Est-ce que, quand même, on est un peu condamné à faire avec majoritairement les Apple, les Google, les Amazon, les Microsoft dans le stockage? Pourquoi est-ce que, par exemple, OVH n'arrive pas, en tant que Français, à vraiment concurrencer? Est-ce que c'est parce que derrière, ils n'ont pas de service grand public pour inciter les gens, Gmail, les services Microsoft, etc. Qu'est-ce qui vous empêche finalement de devenir un GAFAM à l'européenne? Juste sur cette question-là, c'est vrai que c'est possible que ce soit le public auquel s'adressent nos produits. Majoritairement, les produits qu'on a à notre catalogue sont des produits qui s'adressent à des professionnels, qui pour certains sont des partenaires, des revendeurs de nos produits, etc. Mais majoritairement, nos produits ne touchent pas le grand public. Et c'est là où... On a nos données chez vous sans vraiment vous connaître, en fait. Potentiellement. Et nos concurrents, eux, par contre, ont des branches dans lesquelles ils s'adressent directement au grand public et sont capables de toucher des centaines de millions, voire des milliards de clients potentiels. Et c'est un axe sur lequel nos clients majoritaires sont des professionnels.
Oui, vous n'avez pas alors je vais dire un peu cheval de Troie pour arriver dans la vie des gens. Amazon, c'est évidemment la livraison. Google, c'est pour faire simple Gmail. Et Apple, c'est évidemment les smartphones. Google d'ailleurs aussi. Enfin voilà. Et Microsoft, c'est tous les outils professionnels. Et vous avez jamais pensé à lancer des produits un peu grand public pour essayer d'inciter les gens, je sais pas moi, des produits de photos, des applis pour stocker les photos, du mail, des choses comme ça. C'est pas... Des emails, par exemple, ça existe depuis 20 ans chez OVH. Oui, mais on va dire plus grand, mais grand public. Je comprends le but de la question. Sur des choses plus grand public, c'est des choses qu'on essaye d'amorcer aussi avec des partenaires à plus grande échelle pour être capable de porter certains de nos produits. Vous pouvez pas et d'agrandir les clients potentiels qu'on peut être amené à toucher. Et justement, on ne pouvait pas demander à ce que vous soyez, proposer d'être aussi sous-traitant d'ailleurs d'Apple, Google, Amazon, etc. Vous ne pouvez pas aussi héberger des choses pour eux? Je ne suis pas sûr que ça fasse partie de leur politique de sous-traitant de prendre un concurrent direct. Ça, ils font tout en direct. Ils n'ont pas envie de sous-traiter, sauf si la régulation les forçait. Ça fait partie de leur modèle, de la même façon que ça fait partie du nôtre d'avoir une intégration verticale, de faire certains... de faire par exemple attention à l'énergie, etc. C'est des choses qui nous sont propres à nous et qui ne sont pas forcément traitées de la même façon chez des concurrents. C'est un sujet qu'on n'a pas parlé par exemple, mais une partie de nos infrastructures, voire même quasiment tout maintenant avec les années, est water-coolé. Donc water-coolé, c'est-à-dire refroidi avec de l'eau. On refroidit nos machines avec de l'eau et les endroits dans lesquels on n'est pas capable de le refroidir avec de l'eau, on le refroidit avec des passages d'air assez importants. Et vous ne pouvez pas faire l'inverse d'ailleurs, mettre des serveurs pour chauffer les gens? Ça peut arriver. Parce que, non mais je sais qu'il y a des projets dans ce sens-là, je ne sais pas s'il y en a chez OVH, mais j'ai entendu d'autres hébergeurs le faire parce que disséminer des serveurs chez les gens, parce que ça pourrait être une source de chauffage, on le voit en ce moment, intéressante. Ça existe ça? C'est une piste? On avait, il y avait il y a quelques années une start-up chez OVH qui avait ça, c'était dans des radiateurs électriques. Ouais. C'était remplacer la partie chauffante du radiateur par un serveur. Et c'était de mettre ça chez les gens, mais je pense qu'il faut atteindre vraiment une masse critique pour que ça puisse marcher. C'est-à-dire qu'il faut avoir des dizaines de milliers de clients. Mais ça a une chance, tu penses, de marcher ça? Peut-être pas à très très grande échelle, mais je pense que sur certains projets, ça peut être porteur. Ou à la limite, dans les bureaux d'une entreprise, être en capacité de le faire, ça pourrait être intéressant. Là, par exemple, ce qu'on a, c'est qu'une partie de nos bureaux sont chauffés de cette façon-là. À vous-même, vous chauffez avec vos serveurs. Parce qu'en fait, ce qui est très compliqué, c'est d'être capable de transporter la chaleur. La produire, c'est entre guillemets relativement facile. La déplacer, on peut, puisqu'on refroidit, que ce soit avec le water cooling ou avec un peu d'air cooling, donc un refroidissement avec de l'air. Mais c'est de déplacer cette chaleur-là sur plus que quelques centaines de mètres. Oui, donc il faut mettre les serveurs directement chez les gens, en fait. Donc on pourrait très bien chauffer un immeuble, mais il faudrait que les serveurs soient, si c'est pas en dessous, c'est au moins à côté. Oui, mais on sait déplacer la donnée, donc on peut déplacer les serveurs. Bon, en tout cas, merci beaucoup à Rémi d'être venu dans Métadonnées. C'était un plaisir. Très intéressant. J'espère qu'on aura pu un peu éclairer sur ce sujet un peu diffus qu'est le cloud, mais finalement rappeler que c'est du stockage et c'est bien concret, et puis ça fait bosser aussi pas mal de secteurs, pas mal de gens. Effectivement. Merci beaucoup Rémi Van de Poel, je rappelle, Technical Cloud évangéliste du cloud chez OVH. Merci de l'invitation.